Enfile tes écouteurs, wax ton casque et tartine-toi les oreilles. Shape the Way t'emmène à la découverte des spots où l'on donne un impact positif à tes passions. Et aujourd'hui, on est avec Caroline et Tristan du projet Way, le voyage de demain, qui, oh surprise, est un documentaire sur un voyage à travers l'Europe, à la rencontre de personnes et d'initiatives inspirantes, tout en testant des manières alternatives de voyager. On est donc là pour un épisode hors série en live depuis le festival de On the Green Road à Lyon. Et on a décidé d'appeler ce hors série Shape the Way, le voyage de demain. Tu peux lancer le générique. Alors déjà, du coup, Caroline et Tristan, est-ce que vous pouvez vous présenter pour toutes les personnes qui vous connaissent sûrement déjà, mais qui adorent vous écouter parler? Alors du coup, nous, effectivement, on est donc Caro et Tristan, on fait partie du projet Way. On est parti avec Antoine, le troisième de la bande, réaliser un documentaire en Europe à la rencontre des acteurs qui pensent et dessinent les traits du voyage de demain. Donc plus responsable et conscient comme on l'aime l'appeler, mais surtout plus respectueux de l'environnement en fait. Donc on est parti pendant 2 mois à vélo en Suède, puis après on a voulu traverser l'Atlantique en bateau stop et finalement ça n'a pas pu se faire compte tenu de la situation sanitaire, mais finalement on a pu expérimenter le bateau stop dans les îles Canaries. Et puis après on a traversé l'Espagne et puis après la France, en utilisant des moyens de transport alternatifs, le bus, le stop, à pied, tout ça. Et donc voilà, et sur notre chemin, en rencontrant des acteurs pertinents pour le projet. Et du coup, Caroline, avant ce projet-là, qu'est-ce que vous faisiez un petit peu On est tous les 3 étudiants à l'UM Lyon en école de commerce. Et donc là, c'est notre année de césure et on avait envie de donner du sens tout simplement à cette année-là. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant qu'on travaille sur le projet. Parfait. Et du coup, de mon côté, je suis Arthur, donc fondateur avec Maxime qui n'a pas pu être là aujourd'hui de Shape the Way, un projet qui lui aussi part à la rencontre d'initiatives positives. Et on devait partir à vélo pour faire toute la côte atlantique européenne, mais nous aussi, on a été un peu chamboulés par l'arrivée de la pandémie. Et Maxime du coup n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais on a trouvé un moyen de le ramener à Lyon grâce à des petites questions qu'il nous a posées et on va écouter la première. Comment on choisit les personnes pour les interviews ? Pourquoi on part loin plutôt que d'interviewer les copains ? Donc comment est-ce qu'on choisit les personnes qu'on interviewe ? Pourquoi on part aussi loin ? Et pourquoi déjà aussi on part en voyage ? Sur les choix des personnes, la sélection, elle s'est fait bien en amont du moment où on est parti. Et ce qu'on voulait vraiment dans ce documentaire, c'est montrer des personnes avec des profils très très variés pour que chacun puisse s'y reconnaître et qu'il y ait à la fois une expertise et à la fois que ce ne soit pas un documentaire simplement expert, mais aussi vraiment où chaque voyageur en nous puisse comprendre et avoir les clés du voyage de demain. Donc c'est pour ça qu'on a cherché des chercheurs, des universitaires, des acteurs publics, des entrepreneurs, sur cette question du voyage. Et donc, on est allé à la rencontre en Suède, notamment d'une militante, ensuite d'une chercheuse, d'une étudiante, d'acteurs publics de la ville de Stockholm, par exemple. Donc, ça nous permet d'avoir un scope assez large d'acteurs. Et on fait la même chose en France. Là, à notre tour, il nous manque encore pas mal d'interviews. Et voilà. Et pourquoi, à la base, vouloir chercher le voyage de demain pourquoi vouloir documenter un petit peu ça pourquoi le voyage tel qu'il existe déjà, vous allez pas en fait? En fait, la réflexion, elle s'est faite toute naturellement quand on a commencé à penser un
justement un voyage porté sur l'écologie. Donc au début, on partait plus sur des sujets comme l'économie circulaire, etc. Puis très rapidement, on s'est dit, mais avant tout ça, est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger sur la façon dont on va faire ce voyage? Parce que c'est bien de voyager et de se dire, ok, on va essayer de trouver des solutions pour l'environnement sur des sujets très précis, mais si notre façon de voyager elle-même a un impact quasiment négatif pour l'environnement, ça pose problème. Donc en fait, on s'est dit, mais avant même de chercher à l'étranger et partout sur la planète des solutions pour résoudre l'environnement, juste simplement se poser la question de voyager déjà ça pollue, alors comment est-ce qu'on fait pour réduire et limiter son impact lorsqu'on voyage en fait? Et vous aviez déjà un petit peu voyagé avant de partir avec celui-là? Oui, je pense que c'est aussi ces expériences passées de voyage-là qui ont nourri notre voyage tel qu'il a eu lieu là. Avec Tristan, on était parti 6 mois au Cambodge. Donc c'est des voyages à l'international, loin et sur des durées longues. Antoine, lui, pendant cette même période-là, était parti en stage au Chili pendant 6 mois aussi. Et c'est justement ces moments-là où on ne questionnait pas encore le voyage, où on voyageait juste comme ça, un peu à tort et à travers. Ça nous a apporté plein de choses. Et en même temps, c'est là que ça a nourri cette réflexion sur qu'est-ce que ça nous apporte déjà, quelles sont les richesses du voyage, comment on rentre changé de ces voyages-là, mais aussi est-ce qu'on a bien voyagé, est-ce que c'était en accord avec nos convictions, et est-ce que le fait de prendre l'avion presque tous les week-ends, alors j'exagère, mais c'est pour faire gros, est-ce que prendre l'avion, par exemple en Asie pour aller visiter les pays voisins sur un week-end, est-ce que ça fait vraiment du sens, et est-ce que si on était resté au Cambodge par exemple, sur les 6 mois sans aller un peu partout, est-ce qu'on aurait moins profité? Et donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui ont été soulevées pendant cette période lointaine et longue. Donc c'est sûr que notre expérience passée fait que naturellement, l'idée c'est pas de faire des leçons de morale ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi j'ai rejoint le projet un peu après, et quand ils m'ont proposé le sujet, ma première réaction c'est de dire, je vois pas très bien de quoi on va parler en fait. Et donc ça montrait à quel point, en fait, c'est des sujets où on se pose encore assez peu de questions. Et en fait, c'est vrai que finalement, quand on prend la voiture, l'avion, ou de façon générale, quand on part en vacances, on se dit pas, il faut quand même tenir compte de l'environnement dans lequel je vais aller, de la façon dont je vais me déplacer, de m'alimenter, me loger, etc. Et donc c'est pour ça qu'après, en fait, très vite, je me suis dit, oui, en fait, ça montre à quel point il y a un vrai sujet à creuser. Parce qu'en fait, on se pose pas tellement la question. Ouais. Surtout que sans aller jusqu'au Cambodge ou en Asie, je sais que nous, l'idée de partir comme ça, c'est venu aussi de Maxime qui habitait à Paris à l'époque et qui lui, en fait, c'était juste même le fait de tous les week-ends aller à l'océan pour surfer, vu qu'il lui, c'est un gros surfeur. Aller surfer et prendre la voiture ou le train tous les week-ends depuis Paris pour faire des allers-retours jusqu'à l'océan, c'est ça qui lui a fait se poser question de se dire est-ce que vraiment là j'ai un impact qui peut être un peu positif avec ces voyages-là, et c'est sûr qu'après nous c'est venu de discussions qu'on a eues tous les deux, vu que moi j'étais déjà très dans l'autostop et dans des manières un petit peu alternatives de voyager, donc c'est un petit peu venu de là, et du coup à ce moment-là quand on se dit ok, effectivement, on va partir en voyage, on va expérimenter une manière un peu différente de faire, on va aller rencontrer des gens qui vont nous expliquer un petit peu comment est-ce que je peux améliorer ma façon de voyager. Pourquoi est-ce qu'on choisit de le documenter, ce voyage-là? Alors qu'on pourrait le faire pour nous, en acquérir de l'expérience, et on pourrait le garder pour nous et pas forcément en faire des podcasts, des vidéos et des choses comme ça. Pourquoi documenter ce voyage-là? Moi, je pense que c'est venu assez naturellement, le fait de vouloir partager ce qu'on vivait et de préparer ce partage, de préparer des communautés sur les réseaux, d'essayer de monter ces communautés-là. Parce que je pense que sur le sujet de l'écologie, on est un peu bassiné, c'est un mauvais terme, mais chaque jour on en entend parler, et avec des tons et des formes très différentes. Et nous, on avait envie d'apporter notre pierre à l'édifice et de se dire, sur l'écologie, il y a une vraie question de sensibilisation et de prise de conscience. Parfois, c'est pas qu'on veut pas agir, c'est simplement qu'on sait pas où mettre notre énergie dans cette cause-là qui est assez vaste. Et le fait de pouvoir le documenter, nous, de comprendre des choses, de les digérer et de réussir avec le ton qui nous semble le bon à le transmettre sur ces communautés-là, sur les réseaux par exemple, et puis avec le documentaire par la suite ou avec des podcasts comme celui-ci, ça nous semble être la bonne manière d'apporter notre pierre à l'édifice, je pense.
Ouais, c'est vraiment ça, le fait de mettre l'écologie au centre. On l'aurait pas fait si ça avait été simplement un voyage entre amis, on l'aurait pas documenté de la sorte. Mais je crois que c'est le fait de présenter et de proposer différentes formes de sensibilisation qui est importante parce que je pense qu'on le voit tous au quotidien, on n'est pas sensible aux mêmes choses et le fait d'avoir des messages qui vont tous dans le même sens mais qui sont présentés un peu différemment, ça permet de toucher les gens de façon différente et donc plus pertinente selon moi. Et ouais, d'ailleurs, c'est pas mal parce que là, aujourd'hui, du coup, entre nos deux projets, même si on se ressemble beaucoup sur le type de projet qu'on fait, vous avez fait le choix du format documentaire, donc un format vidéo long, alors que nous, on a choisi le format de web série, un format vidéo court, et de podcast, un format audio long. Et du coup, nous, plutôt autour tourné d'interviews des personnes qu'on rencontre, vous aussi, au travers de ce format long. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce format-là d'un documentaire long? Alors, je pense qu'après, il y a une question de peut-être d'appétence ou même de connaissance. C'est vrai que nous, on était assez portés sur la vidéo de base. Après, c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a d'autres formats qui sont vraiment intéressants. Et le podcast, pour le coup, nous, c'est un peu notre première, mais c'est vraiment un média qui se développe énormément et qui est très pertinent parce que du coup beaucoup plus centré sur le message et ça c'est quand même assez c'est quand même très très cool quand on veut faire passer justement des messages. Après c'est vrai que je pense aussi c'est une question d'influence. Nous, il y a beaucoup de documentaires qui nous ont inspirés et l'idée, ça a été de se dire, en plus, on est parti après le confinement où chacun, on a un peu regardé des documentaires, chacun de son côté, et on s'est rendu compte la force que ça pouvait avoir de l'image et du son en même temps. Et donc, du coup, on s'est dit... voilà, on a envie de faire la même chose. Ça sera pas forcément un documentaire parfaitement pro, mais on en a vu qui sont semi-pro ou amateurs et qui n'ont pas pour autant moins d'effets, en tout cas qui ont eu beaucoup d'effets sur nous. Et donc du coup, on s'est dit, voilà, lançons-nous dans l'aventure et ça nous plaisait bien de partir avec nos caméras et à la rencontre de tous ces acteurs. Après, je pense aussi que la difficulté dans le documentaire, c'est peut-être que c'est un format qui arrive... ça va mettre du temps à post-produire le documentaire, on le sait et on s'y attend. Donc il arrive dans pas mal de temps. La difficulté, c'est qu'il reste actuel et dans le contexte. En plus, le contexte est hyper particulier et on pense qu'il s'inscrit bien dans le contexte parce que le voyage est en pause, on peut le redéfinir maintenant, mais si on le sort dans 2 ans, le documentaire, il aura peut-être beaucoup moins de sens. Donc la difficulté, c'est d'amener les gens à le voir. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on voulait créer, comme je disais, des communautés sur les réseaux pour que le documentaire sorte pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais que les gens soient amenés à le voir et qu'au final, ils tombent pas dans l'oubli directement parce que les gens vont avoir envie, on espère, de le voir parce qu'ils ont suivi aussi le concret de notre aventure, le quotidien de notre aventure sur les réseaux. Ouais, c'est sûr que on voit que ce format long peut avoir un impact même sur le long terme. On le voit bien avec On the Green Road, puisque l'asso à la base, elle vient d'un projet de documentaire, d'un tour du monde à vélo. Donc c'est sûr que quand on voit tout ce qui a été développé derrière ce documentaire-là, on voit que ça peut avoir un impact, même un documentaire assez amateur, quoi. Puisque Siméon, quand ils sont partis pour faire ce documentaire-là, ils savaient pas spécialement filmer, faire de documentaire, faire quoi que ce soit. Mais au niveau de notre voyage, du coup, ensuite, on a pu expérimenter, vous comme nous, je pense, la prise de vidéo, le fait de commencer à faire des interviews, des choses comme ça. On a pu aussi expérimenter un petit peu des façons de voyager. Donc nous, avec Shape the Way, ça a été le voyage à vélo et un petit peu de voilier avec un skipper. Il me semble que vous, c'est à peu près, encore une fois, nos 2 projets, on se rapproche très, on en est presque là. Ouais, carrément, oui, nous aussi, on a pu expérimenter ces 2 façons de voyager. Donc du coup, le vélo plutôt en Suède. Alors c'était novembre-décembre, donc... c'était une expérience sportive, on va dire. Et puis effectivement, le voilier avec un couple de Danois dans l'archipel des Canaries. Donc le projet à l'origine, c'était de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique latine. Mais compte tenu de la situation sanitaire, c'était compliqué parce que finalement la majorité des bateaux partaient plus parce que de l'autre côté c'est compliqué, il faut faire beaucoup de tests PCR, il faut faire des quarantaines et la majorité des personnes qui font la traversée c'est aussi pour profiter des îles, etc. Donc du coup
c'était compliqué et finalement nous on a été très heureux de pouvoir partager quasiment pendant 3 semaines le quotidien d'un couple de Danois qui naviguait dans les îles Canaries. Et donc non, on a pu se rendre compte à la fois des avantages, des inconvénients, des difficultés aussi qu'on pouvait rencontrer sur un bateau. Et puis je pense que c'était une bonne première expérience pour ce moyen de transport. Mais oui, un petit peu pareil de notre côté. C'est vrai que vous avez quand même poussé pour aller jusqu'au voyage et le faire quand même, notamment avec ce côté de prendre le vélo un petit peu à la dernière minute au moment des annonces de confinement pour être sûr de pouvoir partir et pas rester bloqué. C'est vrai que nous, de notre côté, on a plutôt fait le choix de repenser notre voyage d'une manière différente. On le voit par rapport à notre premier épisode, qui est celui qui est fait avant le côté pandémie, où on parle vraiment de 6 mois de vélo pour réfléchir, rencontrer des gens, rencontrer des initiatives. Au final, tous ces objectifs qu'on s'était posés, on a un petit peu réussi à les atteindre en restant en fait sédentaire, mais en continuant même sédentaire à pouvoir aller rencontrer des initiatives à droite à gauche, à repenser un petit peu notre quotidien et en expérimentant des choses, vu que notre but c'était de notre côté aussi d'expérimenter même professionnellement au niveau de la vidéo, du son et de notre côté, Maxime a beaucoup fait ça vu qu'il s'est formé pour devenir réalisateur de vidéos. Et c'est vrai que ces objectifs ont été atteints par ce voyage, même en restant un peu sur place. Vous avez eu les chances un petit peu de partir et on a pu faire quand même nous aussi un peu de vélo, un peu de voilier. Et en vélo comme en voilier, je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose, mais surtout Maxime, et qu'on va l'écouter tout de suite avec sa deuxième question. Mais comment on garde les bières au frais en voyage? Donc, comment est-ce qu'on garde les bières au frais dans voyage? Bière ou autre chose. Maxime aime bien les bières, mais c'est vrai que de toute façon, la nourriture, comment est-ce qu'on garde la nourriture en voyage? Alors pour les bières en Suède c'était très simple parce que comme il faisait froid à l'extérieur, il n'y avait pas besoin de les mettre au frigo. Ça c'était l'avantage. Après, sur l'alimentation de façon générale, c'est vrai que quand on est en itinérance, c'est une logistique un peu particulière. Je sais pas si tu veux. Ouais, je voulais juste. Moi, cette question me fait penser à une anecdote sur la Laponie. On a passé Noël en Laponie. Donc là, évidemment, il faisait très très froid. On avait même jusqu'à moins 25 le 25 décembre. Et du coup, on avait une bouteille de champagne parce qu'on s'est dit qu'il faut quand même fêter Noël dignement. Et on s'est dit on va créer un petit coin cuisine. Donc on a vraiment fêté Noël dehors dans la neige jusqu'à 2 ou 3 heures du mat à essayer tant bien que mal de regarder les aurores boréales qu'on n'aura jamais vues. Et moi j'avais créé un petit coin cuisine, donc il y avait une grosse souche d'arbres et j'avais créé des trucs où on avait mis notre petit saumon fumé, notre bouteille de champagne et tout. Donc de manière très concrète, en Laponie c'est simple de garder sa bière ou son champagne au frais. Mais sinon je te laisse continuer sur comment s'alimente en Pour voyage. conclure sur cette anecdote, malheureusement le champagne on n'aura jamais réussi à l'ouvrir. Alors je sais pas, il y a certainement une raison physique ou métaphysique, je sais pas, qui explique le fait qu'à moins 20 degrés on ne peut pas ouvrir une bouteille de champagne. Le bouchon est jamais sorti. Sinon, pour ce qui est de l'alimentation, nous c'est un sujet, ça fait partie un peu des 5 piliers qu'on avait déterminés avant de partir, c'est-à-dire on avait dit les principales piliers liés au carbone, c'était le transport, l'alimentation, l'hébergement, les loisirs et l'équipement. Et donc l'alimentation, c'était vraiment un des piliers clés. Donc on a expérimenté différentes façons de s'alimenter. On s'est mis des défis pendant un bon mois. On mangeait plus de viande, par exemple. On a essayé de faire des semaines où on était zéro déchet quasiment, mais c'est des choses qui en voyage et en itinérance, c'est particulièrement compliqué parce que on peut pas transporter 50 kilos de nourriture sur le dos. On n'a pas toujours, on dort pas en dur, donc on peut pas mettre les choses au frais. Donc c'est assez compliqué. Mais globalement, en se creusant un peu la tête, on finit par y arriver. Je pense que la clé, c'est surtout chercher la diversité et la variété dans ce qu'on veut manger, parce que sinon, on tourne toujours autour des mêmes choses. Donc au début, on était on se prenait des sandwichs à midi et puis le plat de pâtes le soir. C'est quelque chose, voilà. Après, il faut se creuser un peu la tête et avec une simple petite popote sur le feu, on arrive à faire des mets très bons. Donc, voilà.
Et parce que nous, de notre côté, on avait la chance d'être sur la côte atlantique en été, donc c'était pas de souci. On trouvait très facilement des endroits pour racheter des choses, même si on essayait de choisir plutôt des endroits où on pouvait acheter un minimum un petit peu du bio et en faisant un petit peu attention. Et on essayait de ne pas non plus passer tous les jours à un magasin. Est-ce que vous étiez plutôt dans ce côté on achète de la nourriture un petit peu tous les jours, tous les 2 jours au fur et à mesure, ou est-ce que vous aviez ce côté un petit peu on achète de la nourriture pour 2 semaines et ensuite on mange tout petit à petit, on fait des grosses courses? Moi, je pense qu'on a vraiment consommé ce qu'on avait besoin quasiment au jour même. Bah, comme disait Tristan, la partie à vélo, c'était pour le côté, si on transporte 4 kilos, 5 kilos, 10 kilos de nourriture à l'arrière de nos vélos, ça va être encore plus dur de pédaler. Donc petit à petit, on se disait, vaut mieux consommer ce qu'on a besoin chaque jour. Et pour le bateau, c'était une problématique qui était différente. C'est un peu le manque de place, l'espace très confiné sur le bateau. Donc même s'il y a des navigations qui sont longues, on ne partait pas non plus pour une transatlantique, justement. On pouvait faire des réassorts à chaque fois aux différents ports dans lesquels on s'arrêtait. Donc ça ne servait à rien de partir avec trop de nourriture. Donc pour la même raison, on consommait vraiment ce dont on avait besoin. Et aussi, ce qu'on se disait, c'est qu'on a pris à cœur aussi le fait, quand on arrivait dans un endroit, de voir ce qui s'y faisait localement. Donc aux Canaries, on a découvert plein de mets locaux avec lesquels on a essayé de cuisiner. Pareil pour la Suède. Alors la gastronomie suédoise ne nous a pas totalement séduite dans son ensemble, mais on a quand même essayé de s'adapter et de consommer local et de saison. Ouais, c'est ça. En Suède, il y a beaucoup d'importations. Malheureusement, ils n'ont pas la même richesse agricole que celle qu'on connaît en France. Mais on essayait toujours de faire avec du local. Et sur la question de la quantité, c'est vrai qu'aussi on faisait gaffe à pas faire de gaspillage, de gâchis, parce que voilà, ça va vite. Si on a trop de choses dans le sac à dos, des produits frais, des légumes, des fruits, ça peut rapidement être compliqué à gérer. Donc souvent, on faisait vraiment attention à acheter pile ce dont on avait besoin, y compris dans les moments où on s'arrêtait et on se posait par exemple dans un hébergement qu'on disait en dur, donc soit chez l'habitant, soit simplement un logement classique. Et donc on essayait vraiment de faire attention à acheter ce dont on avait besoin, pas plus, pas moins, quoi. Et du coup, dans un autre aspect, d'un petit peu du côté consommation, c'est le côté énergie. Et je crois que Maxime a une question à ce sujet, si on peut l'écouter. Comment on recharge les appareils électriques en voyage? On les branche sur la dynamo du vélo? C'est assez puissant, ça? Donc, effectivement, les batteries, surtout que nous, sur un projet de documentaire comme ça, ou vidéo, audio, quoi que ce soit, on a beaucoup de matos, enfin en tout cas nous de notre côté, on avait beaucoup de matos qui nécessitaient pas mal de batteries, pas mal d'électricité, d'énergie. Donc comment est-ce qu'on gère ce matos-là? Et est-ce que c'est pas aussi une question de se dire, au final, cette énergie qu'on consomme pas mal, est-ce que ça c'est pas un impact en plus qu'on a durant notre voyage? Alors, si, bien sûr. Après, ça n'en a pas plus que quand on ne voyage pas, dans le sens où même si on réalise un documentaire, même si on le fait chez soi, globalement, il faudra quand même recharger ses batteries. Alors, comment on s'organisait en fait, fallait juste essayer d'anticiper, savoir les périodes. Nous, en fait, on alternait souvent des périodes d'itinérance avec des périodes un peu plus sédentaires. Donc du coup, c'était anticiper ces périodes d'itinérance et après, en amont, on s'était équipé de façon de sorte à savoir que voilà, on pouvait tenir tant de jours, pardon, avec ces batteries-là. Donc globalement, nous, c'était principalement les caméras. Donc chaque caméra avait 2 batteries. Donc 2 batteries, c'est pas énorme, mais au moins, on était toujours là aussi à se dire, voilà, il faut filmer ce qui nous semble pertinent et pas de faire, parce qu'après, en post-production, c'est aussi du travail. Si on a 2000 heures de rush, c'est 2000 heures qu'il va falloir prendre en post-production pour les traiter. Donc du coup, on fallait trouver le juste équilibre entre filmer l'essentiel et en même temps faire attention en termes d'énergie. Mais l'avantage, c'est qu'on pouvait trouver des endroits en dur. Donc les périodes d'itinérance, elles ont varié entre 5 et une grosse dizaine de jours. Donc voilà, quand on est sur plus de 10 jours d'itinérance sans trouver une prise, faut faire un peu plus attention, mais globalement, ça se fait bien si on a quelques batteries de rechange et puis voilà quoi.
C'est vrai que d'économiser l'énergie, ça fait du sens un peu à tout niveau, comme tu dis. En effet, pour une raison écologique, on n'allait pas non plus recharger à tort et à travers, mais aussi ça faisait du sens pour notre documentaire de ne pas avoir, comme tu disais, plein d'heures de film. Donc finalement, on s'y retrouve et c'est pas une contrainte que de se dire bon bah mince, on pourra moins filmer, mais en fait, c'est très bien comme ça. Donc pas être dans l'excès, quoi. Idem pour le drone. Le drone, on peut avoir tendance à se dire ah là, ça pourrait être sympa. Enfin, on a envie, c'est un peu un petit jouet. Malheureusement, un drone, ça a en général pas plus de 35 minutes d'autonomie. Donc, quand on est sur 10 jours, notre 35 minutes, bah, on les économise et on se dit, ok, bon, là, c'est le bon moment. Et voilà, donc, sur tout le matériel un peu audiovisuel, on faisait gaffe. Et je Sur pense ça. qu'on a eu de vraies réflexions aussi sur les ressources qui étaient à notre disposition, parce qu'en vélo, on était donc en pleine forêt, en pleine nature. Donc on n'avait pas accès, il fallait gérer nos ressources, il fallait anticiper, comme tu disais. On n'avait pas l'électricité, une prise pour se brancher quand on dormait dans nos petites cabanes le soir en Suède. Et sur le bateau, bah, idem, on n'a pas des ressources en illimité, donc il faut aussi les... En plus, on était 5 sur le bateau, donc chacun a envie ou a besoin de sa propre consommation, donc il fallait faire attention et épargner les ressources pour cette raison-là aussi. Et après, du coup, je sais pas comment c'était pour vous, mais nous, vu qu'on était beaucoup tournés sur l'interview, on s'est rendu compte que finalement, les journées entre des interviews, on tournait assez peu, quoi. On prenait assez peu de vidéos, on gardait aussi des jours pour nous où on filmait rien en fait, on filmait rien, on sortait pas du tout de matos et où on vivait aussi un petit peu. C'est des moments qu'on a gardés pour nous et ce matos là, on le sortait plus quand il y avait une rencontre, quand c'était un peu tourné vers l'autre, quoi. Ouais, carrément, bah, ça a été un peu la même chose pour nous. J'aurais même tendance à dire nous, ce qu'on aimait bien faire, c'est par exemple, quand on arrivait devant un paysage ou devant quelque chose qu'on voulait vraiment filmer, on commençait d'abord par essayer d'en profiter sans sortir de caméra ni rien. Et puis après, on faisait l'effort d'aller chercher la caméra, de la sortir et de filmer. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça devienne non plus... se priver de tous ces moments un peu plus spontanés, naturels. Se priver de ça parce qu'on réalisait un documentaire. Donc on a essayé de faire un peu les deux. Le seul truc sur lequel du coup on tranche, c'est de se dire voilà, on prend un peu plus de temps parfois, mais c'est au profit du documentaire, donc pour le coup ça n'a jamais été un effort pour nous, quoi. Et sur le sujet de recharger ses batteries, vous parliez tout à l'heure de il n'y a pas de frise en forêt, mais on va aussi se dire comment est-ce qu'on recharge ses batteries à soi en forêt. Je crois que Maxime a une question là-dessus. Mais ça vous fait pas peur de dormir hors de votre lit, chez des gens que vous connaissez pas, ou dans la forêt? Donc, où est-ce qu'on dort? Ça, c'est une question. Est-ce que on parle souvent du voyage comme sortir de sa zone de confort? Sa zone de confort, je sais pas, mais en tout cas, on sort de son lit. Où est-ce qu'on dort quand on ne dort pas dans son lit? Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé? D'autant plus que l'hébergement, le logement dans le voyage, c'était un de nos piliers principaux. Donc là où on peut avoir et où on a des dépenses carbone qui y sont associées. Donc c'était d'autant plus une question clé, où est-ce qu'on dort pendant le voyage et aux différentes étapes. En Suède, on était parti, alors c'est assez fou, mais en novembre-décembre, on était parti avec la tente. On s'est dit, ouais, ça ira très bien. Sac de couchage 0 degré, une tente 3 places, on était très serré, ça suffira. En effet, ça a suffi. Et c'était même presque de trop, parce qu'en Suède, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a ce qu'ils appellent l'allemansrätt, c'est en fait le droit de libre accès à la nature pour chacun. Et donc, tout le monde peut dormir dehors. Il y a des petites installations qui sont prévues, adéquates pour pouvoir le faire. Et donc, rapidement, on s'est dit, en fait, même pas besoin de la tente. Il y a ces petites cabanes en bois avec 3 murs et donc un espace, le 4e mur qui n'existe pas. Et ça a largement suffi. Et elles étaient tout au long de notre passage, tout au long de notre chemin pour rejoindre Malmö, une ville au sud de la Suède, jusqu'à Stockholm. Et voilà, il y a une carte qui est géolocalisée comme un Google Maps avec plein de petites cabanes qui sont pinées où on a pu dormir chaque soir, trouver du repos et recharger nos batteries après ces dures journées de vélo. Ouais, bah c'est sûr que c'était une super expérience. Pour le coup, on dormait vraiment dehors parce que le fait de pas avoir un 4e mur, c'est bête, mais du coup, on est vraiment dehors. Mais c'est sûr que c'était une vraie chance en Suède de pouvoir compter sur ces petits abris en bois qui nous ont accueillis chaleureusement à chaque fois, parfois même avec des petites bûches préparées pour faire un feu. Voilà, après, pour le reste,
Pour le reste, c'est souvent de l'improvisation. Quand on était aux Canaries, quand on était en Espagne, en France, bah, le fait d'avoir une tente, ça a l'avantage, c'est que bah, globalement, on aura toujours à peu près de quoi se protéger de la pluie ou du vent. Donc voilà, la tente, c'est sûr que c'est un truc, c'est très très cool quand on voyage. Après, faut aimer ce genre de. C'est quand même un peu. Bah, c'est un peu plus rustique que quand on est dans une chambre d'hôtel sur un lit king size, mais je crois que ça fait vraiment partie de l'expérience. Et même si le confort est un peu moindre, on recharge très largement nos batteries sous une tente. Après, nous, sur ce côté-là, il y a quand même quelque chose qui a été épuisant. Nous, du coup, on a fait quasiment que du bivouac durant notre voyage à vélo. Parce que vu qu'on était en temps de pandémie, on s'est dit on veut pas trop. Nous, on n'a pas, hélas, en France, le droit d'accès à la nature, les petites cabanes, les choses comme ça. On est plutôt sur du parc protégé où c'est interdit de camper. Et le côté habitant, voilà, on voulait pas trop être tout le temps à aller chez les gens dans des moments où la règle c'est plutôt de se confiner. Donc beaucoup de bivouac et il se trouve que au niveau des nuits, on a eu quelques nuits un petit peu houleuses où on a eu des petites rencontres avec des sangliers, des choses comme ça. Et puis surtout, le plus épuisant, on a trouvé dans le bivouac en voyage à vélo, c'est que tous les jours, à partir de 16h-17h, on disait bon, à partir de maintenant, il faut être en recherche active. Et il faut trouver l'endroit où on pourra se mettre. Surtout que nous, on était dans une zone très touristique au niveau de la côte atlantique. Donc on cherchait un peu des endroits un peu discrets, où on allait être un petit peu tranquille quand même, parce que c'est dur quand nous, on voyage tous les jours, d'être dérangé un petit peu en permanence pendant nos nuits. Donc ça a été un peu épuisant de se dire être en recherche active constamment toutes nos fins de journée, à se dire ok, où est-ce qu'on dort ce soir, où est-ce qu'on dort ce soir. Ça a été quand même quelque chose qui nous a bien fatigués. Ouais, non, c'est sûr que c'est un vrai enjeu. Bah alors, c'est sûr qu'en France, c'est encore un peu plus sport parce que c'est un peu moins autorisé qu'en Suède, par exemple. Par contre, la difficulté en Suède, nous, c'est qu'il faisait nuit à 15 heures. Donc, du coup, la recherche active, elle se faisait soit avant, soit de toute façon, c'était mort, il faisait nuit. Mais effectivement, c'est toujours un vrai enjeu de se dire, OK, il faut que je trouve mon spot avant qu'il fasse nuit, même si quand on trouvait après, on a une autre surprise. Alors parfois elle est plus ou moins bonne parce qu'on sait pas trop où on se met, mais souvent c'est la découverte le lendemain matin, c'est-à-dire on se réveille dans un lieu qu'on n'avait pas pu observer la veille et souvent c'est des très très belles surprises. Et sur l'autre partie du coup voilier, nous c'était un peu les premières fois où on dormait sur l'eau. Vous avez pas eu trop de problèmes, surtout que c'était sur encore plus du long terme à ce niveau-là. Ouais, on a découvert le terme anglais roly-poly, qu'on connaissait pas mais qu'on a vite compris. On s'endormait parfois, donc au port ça allait très bien quand le bateau était bien ancré. Mais sinon on dormait au mouillage, donc en plein milieu, alors pas en plein milieu de l'océan, près des côtes où c'était un peu moins roly-poly normalement, mais on a quand même eu quelques nuits assez agitées. Et Tristan et moi notamment, on a découvert qu'on avait le mal de mer, donc on a découvert ça après être parti. Mais finalement c'est aussi quelque chose qui s'expérimente déjà et le corps s'adapte aussi au bout d'un moment à cette sensation de ne pas avoir les pieds sur terre. Donc finalement ça allait, mais c'est vrai que c'est autre chose et il y a d'autres contraintes quand on dort sur un bateau que celles quand on dort les pieds sur terre. Ouais, non, bah c'est ça, un peu l'impression de dormir dans une machine à laver parfois, mais globalement on s'y fait et ça reste très agréable comme expérience. Et du coup, lorsqu'on n'est pas en train de dormir ou de chercher là où on va dormir, il y a toujours ce côté en vélo, lorsqu'on est sur son vélo, qu'on avance, ou en voilier, lorsqu'on attend que le vent fasse son travail. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que Maxime se pose la question aussi, on va l'écouter. Et comment on fait pour s'occuper quand on s'ennuie en voyage? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper pendant le voyage ? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie ? Ça, c'est quand même une question pour se trouver une petite routine un petit peu. Ouais, alors je te laisserai parler de la routine parce que tu en parles bien, je trouve. Mais moi, je trouve que la première des choses de de ces différents modes de transport qui sont alternatifs et qui sont souvent plus lents, c'est qu'on profite plus du moment présent. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre grand les yeux sur ce qui nous entoure.
Et on prend le temps de penser et de se retrouver ou de discuter. Donc à vélo, c'était rigolo parce qu'on passait des journées soit en file indienne, donc là on était seul avec sa pensée, avec les paysages, ce qui est assez incroyable. Surtout quand on est dans un pays qu'on connaît pas, qu'on découvre des paysages un peu sombres, un peu enneigés. Enfin, c'est des paysages dont on n'a pas l'habitude, par exemple en Suède. Et puis à ces côtés où quand la file indienne se casse et qu'on est sur une grande piste cyclable et qu'il y a la place, et ben en fait on se retrouve à parler de plein de choses, des trucs anecdotiques, on se connaît beaucoup mieux. Et c'est super agréable. Donc même au jour actuel, il y a encore plein de fois où je me dis ah mais trop bien, tu te rappelles quand on avait eu cette discussion sur le vélo à tel endroit. Et souvent c'est des discussions où bah voilà, on parle au fil de la pensée et donc ça nous apprend énormément. Donc voilà, moi c'est ce côté introspectif qui m'a beaucoup marqué. On a l'impression peut-être que quand on prend le temps, on peut s'ennuyer. Si on fait du vélo des journées entières, peut-être au bout d'un moment ça va être chiant. Si on fait du bateau, la même chose. Et en fait non, le temps passe pas vite. J'ai pas envie de dire que le temps passe vite parce qu'au contraire, bah, tu feras y revenir sur la question de routine. Le temps passe pas vite, mais c'est ça qui est bien. Et prendre le temps, c'est ce qui m'a marqué dans nos journées, le rythme de nos journées. Ouais, complètement. Et puis même, les choses prennent plus de temps qu'en temps normal. Enfin, nous, on s'est rendu compte, par exemple, sur les repas. Souvent, on avait l'impression qu'on passait notre soirée à préparer. Souvent, par exemple, c'est préparer le feu, préparer à manger, manger. Et puis, en fait, on se rendait compte que c'était déjà l'heure d'aller se coucher. Donc, globalement, en voyage aussi, chaque chose prend plus de temps. Mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir. En fait, franchement, il n'y a aucun moment où je crois on s'est ennuyé. Pour le coup, et ça faisait vraiment plaisir de prendre ce temps, comme disait Caro, à chaque fois. Et alors après, sur la question de la routine, c'est vrai que c'est assez intéressant en voyage parce que la routine, c'est par définition un peu l'opposé du voyage. Donc l'idée du voyage, c'est quand même de sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort et être en rupture avec son quotidien. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était une excellente chose parce que on a tendance à avoir un quotidien qui est de plus en plus routinier. C'est un peu le métro boulot dodo qu'on a l'habitude d'entendre. Mais même quand on est en rupture et surtout quand on part en voyage assez longtemps, je pense que c'est important de réintroduire ces petites routines avec les éléments essentiels qu'on veut avoir dans sa journée. Alors ça dépend de ses appétences, ses préférences. Ça peut être introduire un petit moment de lecture, un petit moment de sport, un petit moment de détente, de relaxation. Mais c'est des petits moments qui sont assez précieux et qui permettent de remettre un peu de stabilité dans un quotidien qui est pour le coup beaucoup plus instable que ce qu'on a l'habitude de connaître. Voilà, les journées ne se ressemblent pas pour le meilleur, mais c'est important parfois de retrouver ces petits moments qui remettent un peu de stabilité dans ce voyage. Et c'est vrai que très vite on voit que c'est un réflexe quoi. Très vite au bout de quelques jours, ça tourne. On trouve un petit peu les heures où on fait ci, les heures où on fait ça. Effectivement, la journée elle est très vite pleine en vélo lorsqu'il faut donc un petit peu acheter à manger, cuisiner, installer le bivouac, dormir. Bon je sais qu'on avait pris avec nous planche de surf, guitare pour voilà, on avait le côté de se dire on voulait faire plein de choses. Planche de surf qui était quand même un petit peu au centre de notre projet, le surf et l'océan, c'était pour ça qu'on partait sur la côte. Et on a dû vraiment essayer de se battre quoi, pour trouver du temps pour arriver à surfer quoi, parce que c'était compliqué d'arriver à caler le surf dans notre journée, d'arriver à trouver du temps pour faire ça, parce que sinon on avait au final un quotidien qui était très vite assez rempli. Et c'est vrai que sur ce côté vélo, ce que tu disais Caroline sur le côté file indienne, tout ça, nous aussi on était beaucoup du coup en vélo à la suite. Et c'est vrai que c'était plutôt ça, les moments où nous on pouvait un petit peu s'ennuyer, mais où au final on pouvait pas non plus commencer à sortir la guitare sur le vélo. Et donc souvent on s'est rendu compte, on a fait beaucoup de jeux en fait avec la parole, juste en discutant, parce que c'est vrai que nous pour le coup le vélo c'était le long de la côte, notamment tout ce qui est Gironde, donc la fin un petit peu des forêts des Landes. Du coup c'était souvent des fois 20 km d'une route très droite au milieu des pins. Donc là, il a fallu effectivement qu'on apprenne à s'occuper. C'est plutôt un petit peu ces moments-là où on s'est ennuyé, on a trouvé des moyens de se détendre, de jouer à des choses. Et au final, c'était aussi un plaisir de reprendre ce côté-là, quoi. Et après, du coup, sur le côté voilier, donc je sais pas comment c'était pour vous. Nous, on a fait du voilier directement un petit peu après nos semaines de vélo.
Et je sais que moi, j'étais déjà au courant de ça parce que c'est pareil en voiture, mais le côté roulis, ça m'endort très vite. Plus l'épuisement des semaines de vélo qu'on a fait juste avant, j'ai passé beaucoup de temps sur le voilier à dormir et pendant les journées. Et du côté de Maxime, je sais que lui, c'était un petit peu un rêve de faire du voilier pour lui. Il en avait jamais trop fait de voile. Et on avait la chance d'avoir un skipper qui était avec lui, qui est ultra pédagogue, Hugo, qui était vraiment incroyable avec nous. Et du coup, il a beaucoup appris à Maxime à utiliser le voilier. Et au final, on se rend compte que, voilà, pareil, le voilier, c'est pas chercher un bivouac, chercher des choses comme ça qu'il faut faire, mais c'est être constamment en train de regarder où est-ce qu'on va, les vents, les fonds, le fond, à quelle profondeur est l'eau pour suivre la côte. Les obstacles qu'on peut avoir, quoi. Et donc ça occupe très vite, surtout quand on connaît pas ça et qu'il faut apprendre à manier ce voilier, apprendre à utiliser le vent, quoi. Ouais, effectivement. Alors moi, je partage totalement ce côté soporifique du voilier. Malheureusement, moi, sur les traversées, en fait, en plus, comme on n'avait pas de compétences ou de connaissances particulières en voile, ils nous demandaient pas particulièrement de participer à la navigation, mais donc du coup. C'est vrai que moi, en fait, le mal de mer, le principal effet que ça a sur moi, c'est que pareil, je me mets à piquer du nez et ça devient vraiment compliqué de rester éveillé. Donc voilà, après, globalement, on s'est quand même habitué. Et puis, ça a été des moments où on a pu écrire, lire. Et puis après, il y a quand on n'était pas en traversée, bah là, pour le coup, le mal de mer, nous, avait un effet que quand on était en train d'avancer, de faire des traversées. Donc quand on était à l'arrêt, globalement, on pouvait vivre à peu près normalement. Donc on trouvait souvent de quoi s'occuper. Et puis les Danois étaient de très bonne compagnie, donc il n'y avait pas de... Et si je peux revenir sur cette question du temps long un peu, je trouve qu'aujourd'hui dans nos sociétés c'est quelque chose, on a un peu la peur du temps long, on a la peur de l'ennui, on a la peur du silence, etc. Et on a eu pas mal de jolies réflexions sur ces notions-là. En fait, prendre le temps, je pense qu'il y a cette première partie de ouais, je vais m'ennuyer, je suis sur mon vélo, je vais m'ennuyer. Là, on va marcher pendant 70 km, c'est ce qu'on a fait pour traverser la frontière dans les Pyrénées-Atlantiques entre l'Espagne et la France pour revenir à la maison. On se dit, mais on va s'ennuyer, quoi. On marche. Alors, oui, il y a des paysages qui sont beaux. Oui, parfois, on va voir un chevreuil qui traverse, ça va être chouette. Et ça l'est. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va s'ennuyer? Et en fait, je trouve que prendre ce temps-là, c'est justement aller au-delà de ce moment de silence, d'ennui. Et en fait, le silence va animer une réflexion, va animer une discussion qui sera, je trouve, plus profonde. Et pareil pour l'ennui, si on a l'impression de s'ennuyer, on va tout de suite, je pense, être plus créatif, plus inventif pour se divertir. Et c'est pareil que toi, sur le chemin de Compostelle en rentrant en France, on s'est fait des jeux, des moments où on parlait pas, mais c'est pas grave parce qu'on se retrouvait nous-mêmes. Donc voilà, je trouve que c'est une belle manière de contrer cette peur ou cette phobie du temps long qui qualifie quand même pas mal nos sociétés aujourd'hui, je trouve. Ouais, complètement. Et vraiment, je pense que si on n'avait pas eu ces moments-là, on serait pas allé aussi profondément dans notre sujet que ce qu'on a pu faire. Enfin, c'est vraiment à ces moments-là où c'est vrai que l'ennui, c'est vital pour se retrouver, pour se poser des vraies questions. Et c'est à ces moments-là où vraiment, parfois, il y a des questions qui, hop, ça saute dans notre tête. Et là, d'un coup, on commence à poser la question à l'autre. On lui dit, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, ça amène des réflexions qui sont super intenses, super profondes. Et franchement, nous, c'était heureusement qu'on a eu ces moments-là. Heureusement qu'on n'a pas eu un voyage qui était trop planifié, où on aurait couru partout, parce que franchement, je pense qu'on n'aurait pas fait un dixième, on serait pas allé aussi loin que ce qu'on a pu faire avec ces moments-là. Mais c'est sûr que sur ce côté planification, dans la planification du voyage, comme dans la vie de tous les jours, ce côté un peu phobie du temps long, moi c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, c'est on a perdu la notion du temps et des distances. C'est-à-dire que dans notre voyage, comme dans la vie de tous les jours, on se rend plus compte de, en fait, à pied, quelle distance est-ce qu'on peut parcourir, à vélo, quelle distance on peut parcourir, et on cherche un petit peu à l'éviter en se téléportant presque maintenant aujourd'hui. Le but de l'avion, le but d'avoir des trams très rapides en ville, des métros, des choses qu'ils font, c'est vraiment de se téléporter d'un endroit A à un endroit B, et on oublie tout le trajet un petit peu qui est entre. Et moi, un truc aussi que m'a apporté le voyage, c'est que j'ai vu que par exemple en vélo, on avançait très vite au final.
et que même à pied, on s'en rend pas compte, mais à pied, on peut faire des distances, même des distances assez longues. Et ça m'a donné envie aussi dans mon quotidien de tous les jours, de me dire abandonner ce côté rapide, abandonner même des transports en commun, quoi, et prendre le temps dans mon quotidien de marcher à pied, m'ennuyer entre guillemets pendant mon heure de marche où je dois aller traverser la ville. Mais en même temps, c'est aussi découvrir de nouveaux lieux, découvrir parfois des nouveaux gens, presque apporter un petit peu le voyage comme ça dans mon quotidien, via ces petits trajets, via des week-ends où on peut partir assez rapidement à vélo sans pour autant passer même par le train, hein, même sans question écologie, mais juste sur une question aussi de retrouver le trajet. Et du coup, je pense que non seulement on a perdu ce côté trajet, notion de distance, mais il y a aussi quelque chose dont on a essayé vraiment de se passer dans nos sociétés modernes, c'est la météo et les aléas qui vont avec. Et je crois que Maxime avait une question là-dessus, sur la météo. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Donc, la pluie, et notamment en vélo, c'est souvent une des grosses questions. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut et qu'on est en vélo? Moi, je trouve déjà, ça dépend beaucoup de l'équipement avec lequel on part, d'où l'importance, et c'est un des piliers aussi de notre voyage et de notre réflexion, celui de l'équipement. Comment on s'équipe en fait. C'est sûr que si on part dans un pays faire du vélo où le climat n'est pas forcément propice à ce genre d'activité, il faut réfléchir à l'avance en cas d'intempérie. Donc nous, on était, je pense, bien équipés. Après, on l'a vu, quand il pleut, on est quand même mouillé au bout. Et quand on dort dehors, ensuite, ça sèche pas. Donc le lendemain, on remet nos chaussettes mouillées, on remet nos affaires mouillées. C'est pas forcément agréable. Il y a des choses qu'on peut pas trop éviter non plus. Mais déjà, c'est pas forcément que des mauvais souvenirs où ça l'est sur le coup. Et après coup, ça reste des moments, des souvenirs dont on rigole. Donc voilà, je pense que l'équipement est central. Que dire sur la question de l'équipement? Ouais, non, je crois vraiment que parfois, c'est totalement normal, mais on idéalise souvent. Enfin, la météo fait partie de l'idéal de nos vacances, de nos voyages. On a envie d'avoir une bonne météo et c'est normal parce que ça nous met dans un confort qui est quand même agréable. À côté de ça, c'est vrai que nous, je pense qu'un de nos meilleurs souvenirs sur notre trip en Suède à vélo, c'est le jour où il a plu mais des cordes et qu'on était trempés et que le moment où on a pu rejoindre un petit café et se prendre un chocolat chaud et un petit goûter, bah voilà, c'est des moments qui sont hyper intenses et dont on aura le souvenir pendant très très longtemps. Alors certes, c'est des moments qui parfois sont inconfortables, mais derrière ça laisse des souvenirs pour très longtemps. Donc ça fait partie des aléas et je pense qu'au contraire, faut se laisser un peu plus porter et parfois prendre le risque parce qu'on n'a rien à perdre. Enfin, souvent c'est que des bons souvenirs, donc là-dessus c'est cool. Et je pense que c'est un peu pareil que ce qu'on vient juste d'évoquer dans la question précédente, cette peur des imprévus en fait. Comme tu disais, on cherche vraiment à réduire les imprévus et on part en vacances déjà. Alors déjà, vacances et voyage, c'est assez différent, mais aujourd'hui, le voyage est quand même pas mal limité aux vacances. Et du coup, on met plein d'attentes sur cette période de vacances parce que le quotidien est soi-disant pas très agréable, donc il faut que les vacances le soient. Et c'est sûr que si on passe des vacances sous la pluie ou avoir hyper froid et tout, c'est pas agréable. Donc on veut réduire ces imprévus-là et en fait, peut-être que de ce qu'on a vécu, de l'expérience, moi, la réflexion que j'en tire, c'est qu'en essayant de réduire tous ces aléas, on se prive de pas mal de beaux souvenirs et de pas mal de bons moments qui font justement le charme et la richesse du voyage. Et on l'uniformise aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir avoir la même semaine de vacances avec le soleil, on a une uniformisation un petit peu de ces voyages-là, alors que comme tu le disais, je trouve que c'est vraiment le truc parfait. C'était un peu pareil pour nous, c'est le jour où il pleut que tu es le plus content d'être au sec ensuite et où ça te laisse vraiment une journée un peu, c'est l'inattendu comme ça qui fait que ça rend ta journée spéciale et que tu vas t'en souvenir. Et c'est vrai que forcément, comme vous le disiez, le matériel, être préparé un petit peu, c'est important, avoir du bon matos. Et que nous, c'est ce que on a vu assez vite, c'est que quand t'es en voyage à vélo, si t'as du bon matos et qu'il pleut, qu'est-ce que tu fais? Bah, comme quand il pleut pas, qu'en fait. Ouais. Tu te poses pas la question. Quand il faut rouler, tu roules. Donc, quand il pleut, tu roules. Quand il pleut pas, tu roules. Et puis, voilà, c'est juste ensuite
réfléchir à comment se sécher, mais ça fait aussi plaisir un petit peu. Nous, on était contents des fois d'avoir un petit peu d'eau. Nous, c'était l'été en plus, donc il faisait chaud. Voilà, ça nous hydratait un petit peu. Ouais, non, bah carrément, c'est ça, hein, ça laisse vraiment des bons souvenirs et je te rejoins totalement sur ce que tu dis sur l'uniformisation, c'est-à-dire que globalement, quand tout le monde a le même idéal, finalement, on se retrouve tous au même endroit au même moment et ça, c'est la définition du tourisme de masse, quoi. Donc, effectivement, c'est aussi en cassant un peu c'est préconçu, c'est que finalement aussi on commence à créer une rupture avec le tourisme de masse qui lui est aussi responsable des dégâts sur l'environnement. Donc je pense que aussi une façon de voilà de faire son petit bout de chemin dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi de se dire bah voilà mes vacances peut-être que je peux les penser un peu différemment que ce que tout le monde fait et nous c'est vraiment l'objet central de notre projet, c'est de dire bah avant de partir en voyage, peut-être se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de voyager et qu'est-ce qu'on recherche. Et si on arrive à répondre à ces questions de façon très personnelle, bah, on se rend compte que la majorité du temps, c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc vraiment, je te rejoins totalement sur le fait où voilà, la météo, ça fait partie de tous ces paramètres qu'on a parfois tendance à idéaliser aussi parce qu'on est influencé par beaucoup de choses, parce qu'on nous présente bah voilà, une image du voyage idéal et donc du coup nous aussi on a envie de faire la même chose. Mais en tout cas nous à travers notre expérience on aurait tendance à dire que finalement c'est plus en se recentrant un peu plus sur soi-même, sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on veut, qu'on parvient à faire son propre voyage et qui sera tellement plus personnel et donc beaucoup plus enrichissant finalement. Et même au niveau de la destination, puisqu'il y a ce côté, si on arrête par exemple au niveau de l'océan, d'imaginer le voyage avec l'océan comme les îles, le grand soleil sous les tropiques, super chaud, on se rend compte qu'il y a plein d'autres destinations et parfois même plus proches. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi sur ce côté destination et arrêter d'avoir tous uniformiser le même voyage, c'est de commencer à ne plus réfléchir le voyage en termes de destination, mais réfléchir le voyage en termes de la durée qu'on peut accorder à ce voyage-là. Et en fait, ça c'est quelque chose que On the Green Road, dont On the Green Road parle pas mal et que j'ai beaucoup aimé, c'est de dire on va d'abord voir combien de temps on a et selon le temps qu'on a, on va choisir notre destination. On ne part pas d'une destination à la base. Si on a un week-end, on va partir près de chez nous, quelque chose un petit peu dans le département proche de chez nous. Si on a une semaine, on va pouvoir partir un petit peu plus loin en France. Si on a un mois, on va pouvoir partir un petit peu autour en Europe. Et puis après, même si on a plus que ça, un an, on peut commencer à réfléchir à partir vraiment partout un peu dans le monde. Mais de réfléchir d'abord à la durée du voyage et selon cette durée de trouver la destination plutôt que de vouloir à tout prix une destination et de caler cette destination là durant le week-end. Chouette, j'ai un week-end de libre, je vais pouvoir partir dans ce voyage de rêve au Japon dont j'ai toujours rêvé quoi. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec ce que tu dis et la question du trajet à remettre au cœur du voyage, je la trouve vraiment centrale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on raisonne vraiment en termes de destination et j'ai un exemple tout récent, tout frais. J'ai parmi mes meilleures copines qui ont un peu subi l'année du Covid, qui se disent bah là, c'est le moment où le voyage va réouvrir. Ok, on prend l'avion et on part en Croatie. Et trop cool, elles ont raison de le faire. Si c'est possible de le faire, autant le faire. Mais moi, ce que je leur ai dit, mais prenez pas l'avion. Entre la France et la Croatie, il peut se passer plein de choses et il va se passer plein de choses. Donc oui, il se passera des choses en Croatie que vous allez vivre, mais il se passe plein de choses entre. Et donc, il faut prendre le temps de remettre pour moi le trajet au cœur du projet. Et aussi un exemple tout bête, nous, en vélo, le but, c'était quand même de rejoindre Stockholm quand on était en Suède, parce que c'est là où il y avait la majorité des acteurs qu'on voulait rencontrer. Et pour autant, je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le fait que les souvenirs qui restent vraiment gravés, les galères, mais les bons moments, etc., se sont vraiment passés en fait entre Malmö, au sud de la Suède, et Stockholm. Donc voilà, et aujourd'hui, on n'accepte plus, ou on veut plus, pour plein de raisons, l'influence des réseaux sociaux, des proches et de plein d'autres raisons, on n'accepte plus de mettre le trajet au centre. Et on pense que le voyage commence vraiment que quand on arrive à l'endroit où on veut et on a dit qu'on allait être. Ouais, c'est ça, c'est devenu vraiment une contrainte le trajet. C'est-à-dire que c'est un truc, plus ça passe vite, mieux c'est.
Et c'est vrai que nous, on va un peu à contre-courant de ça, puisque pour nous, le chemin est au moins aussi important, si ce n'est plus que la destination elle-même. Et ces voyages, donc on en a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on pouvait les planifier, comment est-ce qu'on pouvait les organiser. Il y a toujours une question importante qui est parfois, pour beaucoup de gens, la première question qui se pose, c'est le financement de ce voyage. Et notamment, donc, dans le cadre d'un voyage documentaire, où là, comme on part un peu plus longtemps, on a beaucoup plus de matériel, de choses comme ça peut coûter un peu plus. Et du coup, Maxime s'est posé la question là-dessus. Il va nous la poser de suite. Comment est-ce qu'on finance un voyage au long cours? Est-ce que c'est pas un peu demander aux autres de payer notre voyage, tous ces crowdfunding? Voilà, financer ces projets qui peuvent être un peu plus gros, qui peuvent être un peu plus chers. Comment est-ce qu'on finance ces projets? Est-ce que forcément c'est plus cher aussi? Est-ce que c'est cher de partir en voyage? Et pourquoi passer par des financements participatifs, par exemple, pour financer des voyages qui peuvent sembler comme personnels? Euh, La question du budget quand on voyage, c'est une vraie question, je pense. Et en plus de ça, nous, on avait d'autres besoins que simplement les besoins du voyageur, de se loger, de se nourrir, etc. On avait l'ambition de faire un documentaire, donc forcément, il faut qu'on parte avec le bon matériel. C'est des choses qui coûtent assez cher. Alors, on a essayé de s'équiper tant que possible de matériel d'occasion, donc c'est une manière déjà de diminuer un peu le budget. Mais reste-t-il qu'il y a un certain budget à allouer à ce voyage-là. Et nous, on a commencé par démarcher bien en amont, 1 an et demi avant le départ du projet. On s'est dit, on a l'ambition de faire quelque chose d'assez grand, qui coûtera. Donc, comment on se donne les moyens de le réaliser? Donc, on a fait du démarchage, on a cherché des partenaires. Alors ça, c'est encore un sujet à part entière, mais ça a pris du temps, c'était difficile, surtout en période de crise où les entreprises ne sont pas forcément à même de donner des sous. Pourtant, elles le sont quand le projet fait aussi du sens pour elles. Donc, c'est ce qu'on a compris au bout d'un certain temps de démarchage. Où au début, on démarchait un peu à tort et à travers, en voulant rallier tout le monde à notre cause et en essayant de chercher des sous où les sous étaient. Au final, on s'est rendu compte que c'était pas si pertinent de démarcher quantitativement comme ça, mais que le démarchage le plus pertinent, c'était celui qui était qualitatif et d'aller chercher les boîtes qui trouvaient du sens dans le projet autant que nous on en trouvait. Et c'est ça qui a rendu notre démarchage super chouette aussi, parce que les partenaires sont liés au projet, ça fait du sens pour eux, ils ont envie de savoir ce qu'on vit au jour le jour, et c'est pas seulement on vous donne des sous et puis faites-en bon usage. Donc ça, c'est la question du démarchage. Et puis, ça a ce côté aussi très professionnalisant. Ça donne du sérieux et de la rigueur au projet, de se dire, il n'y a pas que nous dans ce projet-là. Il y a aussi des gens qui ont des attentes, qui sont bienveillantes, certes, mais il y a quand même certaines contreparties à respecter. Et après, sur la question du crowdfunding, c'était aussi une grande question de se dire, est-ce qu'on fait participer d'autres gens que nos partenaires et nous-mêmes à ce projet-là, alors que c'est notre voyage, c'est nous qui allons le vivre? Est-ce qu'on est légitime à demander des sous de parties tiers? Et on s'est dit que oui, parce que c'était aussi une manière d'engager les gens au-delà de nos communautés et de nos réseaux, de les engager d'une autre manière. Et moi, je trouve, alors c'est à titre personnel, je ne sais pas ce que tu en penses, Tris, mais que le fait d'avoir eu des sous pour financer notre propre voyage, cette expérience qui est tellement marquante pour nous, d'autres personnes, ça nous a tellement responsabilisés et redonné la valeur de l'argent. Il ne s'agissait pas de se faire kiffer partout où on allait, mais vraiment de se dire, est-ce que ça a de la pertinence pour le projet, pour nous, mais vraiment pour faire avancer notre réflexion. Et donc, à chaque moment, on a eu à faire des dépenses, à chaque fois, ça a du sens. Et là, on a été d'ailleurs très rigoureux sur la gestion de notre budget. Et c'est surtout Antoine, qui n'est pas avec nous, qui est responsable de ça, parce qu'il a très bien géré le budget, ce qui fait qu'on rentre aujourd'hui avec du budget encore en poche. Et c'est trop bien, parce qu'on a cette valeur de l'argent et on se dit, trop bien, il y a un documentaire qui nous attend, la post-production. C'est pas gratuit et on n'a pas envie qu'elle le soit, parce qu'on a envie de rémunérer les gens qui vont nous aider pour la bande-son, pour la post-production de manière générale dans le projet, à juste titre. Et donc ça nous a permis d'avoir aussi des sous pour le faire et pour aller jusqu'au bout du projet comme ça. Ouais, si je te rejoins à 100%. C'est sûr que ce soutien-là, on l'a pas demandé pour notre voyage, mais vraiment pour le projet. Parce que en fait, sans ce soutien-là, on n'aurait pas pu faire ce projet-là. Donc c'est vraiment essentiel. Et non, et c'est sûr que on aurait bien voulu à l'origine se faire sans, tout simplement, sans demander de l'aide. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte à quel point les gens après étaient derrière nous. Ça nous a aussi reboosté, remotivé à fond. Et non, et je crois que vraiment
c'est une vraiment très belle chose que de pouvoir faire participer aussi. C'est souvent des gens proches, la famille, les amis, et de les embarquer un peu dans cette aventure-là. Donc non, 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 et clairement, sans cette aide-là, on n'aurait pas pu réaliser ce documentaire. Ouais, et puis bah, on a aussi décidé de mettre de l'argent de notre poche parce qu'on s'est dit, bah, il y a des gens qui nous aident, il y a des partenaires, il y a notre famille, nos proches, mais aussi des gens qu'on connaît pas trop qui nous aident. Il n'y a pas de raison que nous non plus on mette pas d'argent de notre poche. Et moi, je sais que j'avais économisé depuis un certain bout de temps, pas forcément pour ce voyage, mais pour me dire, le jour où j'ai un projet qui me tient à cœur, bah, j'ai envie d'avoir les sous pour pouvoir le réaliser et pas me dire, bah, mince, la barrière financière, ça va m'empêcher de le réaliser. Donc on a aussi mis forcément de l'argent de nos poches et voilà. Donc on a géré notre budget comme ça et je pense qu'on l'a bien fait. Et puis de voir qu'encore une fois, quand on abandonne l'avion, quand on abandonne le train, quand on passe sur du vélo, vous surtout bateau stop en plus, donc il y a des moyens aussi de faire diminuer ces budgets-là. Et on a un petit peu comme vous, nous, ce qui a coûté le plus cher au final, ça a été beaucoup plutôt la partie documentation, vidéo, audio, qu'il a fallu se acheter, se fournir. Mais qu'au final, ça vaut le coup et que dans le côté aussi financement, je dirais que il y a un côté aussi expérimentation, un petit peu, il y a un petit côté de recherche comme ça, de voyager comme ça et financer des voyages de gens qui font un peu du documentaire. C'est aussi un moyen de faire de la recherche sur les façons de voyager. Et vous, vous le voyez bien, votre documentaire s'appelle Le voyage de demain, donc c'est vraiment rechercher les façons de voyager dans le futur. Donc c'est un petit peu, moi ça me paraît aussi normal de financer comme ça votre recherche entre guillemets, même si on n'est pas sur de la recherche scientifique. Oui, tu vois, sur la question du budget, il y a aussi, on nous a souvent dit, mais attendez, le voyage éco-responsable, c'est hyper cher. Ça veut dire qu'il faut dormir en écologe, sur les trucs un petit peu hype, et du coup, c'est forcément plus cher. Et on se rend bien compte, on revient après 6 mois de voyage avec un budget qui est moindre par rapport à ce qu'on avait envisagé. Et typiquement en Suède, quand on s'est dit, bon, on prend la décision de partir en Suède, on va y rester longtemps, alors que c'est l'endroit où on s'était dit, nos dépenses vont exploser parce que la Suède, ils ont un pouvoir d'achat qui est élevé, et donc tout coûte cher, l'alimentation, le logement, etc., les transports. Et au final, alors oui, on a un peu voyagé à la route, mais ça nous a quasiment rien coûté. C'était presque moins cher qu'aux Canaries, parce qu'on dormait en tente, parce qu'on se logeait avec des trucs locaux, pas mal de légumes, on a mangé beaucoup moins de viande. Donc en fait, voilà, il y a plein de manières de faire diminuer son budget. Et voyager bas carbone, non, c'est pas forcément réservé aux gros porte-monnaies et aux élites de ce point de vue-là. Ouais, carrément. Et je te rejoins totalement sur le fait où c'est sûr que c'est des projets un peu atypiques et finalement ça vaut le coup, je pense, d'encourager ce genre de projet parce qu'effectivement c'est sur des sujets qui passent aussi par l'expérimentation. Alors certes c'est un voyage donc on a tendance à se dire ah bah c'est plaisant mais derrière c'est un vrai investissement personnel, financier et c'est sûr que ça nécessite du matériel, toute une logistique, tout un tas de travail et nous ça nous a pris 2 ans. Donc c'est sûr que derrière il y a enfin, nous, on espère qu'on pourra largement rendre aux personnes qui nous ont financé à travers les solutions qu'on pourra leur apporter ou au moins les questionnements justes. Et donc voilà, je pense que dans ceux qui participent aussi, il y a vraiment l'envie d'arriver à des réponses. Et nous, en tout cas, on s'acharne à essayer de les mettre en œuvre et de les proposer à la fin. Donc voilà, c'est la réussite aussi d'un collectif et ça c'est vraiment satisfaisant dans un projet comme ça. Et c'est sûr qu'on voit souvent le côté voyage comme des vacances, encore une fois. Donc je te rejoins sur le côté plaisant, loisir, mais il y a aussi un côté recherche professionnelle presque parfois. Nous on le voit bien sur le côté voyage documentaire puisque Maxime aujourd'hui il en a fait son métier, il est réalisateur de vidéos et du coup ce voyage c'était une réorientation professionnelle aussi, c'était quelque chose qui était totalement ancré dans le travail entre guillemets et je pense que ça fait aussi partie de la question de ramener le voyage dans nos vies quoi et arrêter de vivre 10 mois de travail pour se payer 2 mois de vacances. Mais voilà, arrêter de limiter aussi ces deux choses, les remixer un petit peu, ça peut être possible. Mais le voyage, même si c'est quand même très plaisant, il y a parfois des moments où il y a de la perte de motivation.
Et Maxime s'est posé cette question. Quand est-ce qu'on rentre? Je veux mon lit. Ça vous arrive pas des fois? Voilà, il y a des moments où on est fatigué, il y en a des moments où on a envie de rentrer, on a envie de retrouver sa douche, de retrouver son lit. Comment est-ce qu'on gère la motivation un peu dans le voyage? Sur la question de la douche et du lit, c'est vrai que c'est dès qu'on est arrivé en dur, en fait, on était juste trop content de prendre une douche, prendre un lit, et pourtant, ça ne nous empêchait pas de nous dire, bon, bah, dans 5 jours, par contre, top chrono, on repart sur nos vélos, et on était hyper excités de repartir. Du coup, je trouve que ça donne beaucoup de charme et de valeur à tout ce qu'on fait ensuite, parce qu'en effet, le voyage, ça demande plein d'énergie, c'est sortir de sa zone de confort, mais du coup, quand on retrouve sa zone de confort, on a encore plus de joie de la retrouver. Donc ça, c'est une source de motivation aussi, d'avancer comme ça, en se disant, bah, je sais pourquoi je fais ça là, je sais pourquoi je me donne tant de mal, et aussi, je sais que je serais trop content de retrouver mon quotidien. Donc ça redonne de la valeur un peu à tout. Et sur la question de la motivation aussi, je pense que bah, vous l'avez expérimenté comme nous. Voyager en temps de Covid, voyager en temps de crise, la motivation, on prend parfois un sacré coup et on doit toujours s'adapter. L'adaptabilité, c'est un mot qui a été fort aussi et je pense que ça a été pareil pour vous dans notre voyage. Donc, comment réussir à rester motivé par quelque chose qui est rendu difficile par le contexte actuel? Et nous, on a souvent utilisé ce terme-là, qui est celui de l'excitation et de la réexcitation de quelque chose. On a eu plein de petites déceptions, de micro-déceptions tout au long du voyage. Bah, la plus grande, c'est sûrement le fait de ne pas réussir à traverser l'Atlantique, alors que l'Amérique latine était une partie importante du voyage. Mais à chaque fois, ces changements d'itinéraire, se dire, bah, mince, on n'ira pas voir les 10 acteurs qu'on avait prévu de voir entre la France et la Suède, mais on ira directement voir les 2 ou 3 qui nous attendent en Suède. Ça, c'est plein de déceptions et qu'on a dû, je trouve, surmonter à 3. Et c'est encore à la force du collectif. Alors là, on était 3, c'est un petit collectif, mais c'est super important de se dire bah, comment on réussit à allier nos 3 motivations, nos 3 envies pour ce voyage-là, et qu'on aille tous les 3 dans la même direction. C'est hyper pertinent en plus quand on parle de voyage. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'être à 3, d'en parler, d'oser en parler aussi, d'oser dire bah non, moi je voulais vraiment aller là, ou non, moi j'en ai marre, là il faut qu'on aille à tel endroit parce que ça fait du sens. Parler de tout et réussir à trouver les solutions ensemble, et c'est ça qui nous a fait, enfin moi je trouve, jamais perdre la motivation. Et à chaque fois qu'il y a une petite déception, on se disait bon, c'est pas grave, on a l'habitude, on sait qu'on part dans un moment qui est difficile. Maintenant, on se réexcite pour ce qui nous attend, parce qu'il nous attend, il y a plein de choses qui nous attendent en fait. Donc il n'y a aucune raison de baisser les bras. Et en plus, il y a plein de gens derrière nous qui attendent plein de choses du projet. Donc il n'y a aucune raison de se dire bon, bah en fait, le voyage il est terminé et on rentre à la maison. On se l'est jamais dit, je crois. Ouais, non, c'est parfaitement résumé. La clé, ça a été la communication et toujours le projet en ligne de mire. Et donc, bah ça, pendant tout le voyage, ça a été notre fil conducteur. Et c'est vrai qu'on s'en est rarement éloigné parce que voilà, en échangeant entre nous, en étant chacun transparent, bah ça a permis voilà, d'exprimer, de s'exprimer et puis de pouvoir se remettre un peu dans le droit chemin et toujours avancer pour le meilleur du projet. Donc très peu de déceptions à long terme, et donc c'est comme ça qu'on a pu rester motivé. Et excuse-moi. Je crois aussi qu'un truc qui est important, on s'est rendu compte aussi assez rapidement, c'est le fait de réussir à accepter. C'est pareil, un mot qui est revenu pas mal dans notre voyage, de se dire si tu n'acceptes pas et que tu regardes que ce qui se passe dans le passé ou ce qui aurait pu se passer dans le futur tel que tu l'attendais, bah du coup tu n'avances pas, ou alors tu avances un peu à reculons. Et donc nous on s'est dit bah non, il faut accepter en fait, les choses sont comme ça, on accepte et après on en tire que le meilleur. Et c'est vrai que nous, après, on a eu un peu moins de cette perte de motivation, puisque notre voyage a été beaucoup plus court que ce qui était prévu et que ce que vous avez vécu. Je pense que nous, notre côté motivation, je vous rejoins totalement sur le collectif. Le collectif, ça joue beaucoup pour arriver, lorsque il y en a un qui a une perte de motivation, l'autre puisse le remonter, lui faire prendre un autre point de vue sur la situation aussi, parce que souvent ça vient ça, notre perte de motivation, c'est qu'on s'enferme un peu dans une idée, et du coup l'autre peut nous montrer autre chose. Et après, du coup, la motivation, c'est aussi une question sur ce côté documentaire. Pendant le voyage, on a un petit peu des pertes de motivation, mais on s'accroche, on va jusqu'au bout parce que c'est le voyage et qu'il faut le faire, et qu'on en est très content. Mais après le voyage, dans le documentaire, il y a une deuxième partie de motivation, c'est de se dire ok, le voyage, l'excitation, tout ça c'est fini, mais le projet en soi,
le documentaire en soi. Là, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant qu'il faut se motiver, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher. Et c'est vrai que nous, c'est cette place-là qui a été beaucoup plus présente, vu que on a été beaucoup plus à être sédentaire à la maison pour faire ces interviews, aller faire nos tournages, faire du montage, des journées de montage, alors qu'on on était un petit peu dans notre quotidien. Pour le coup, c'était pas l'excitation de l'inattendu. Et pourtant, faut arriver quand même à se motiver pour arriver au bout de ce documentaire. Et au final, nous, en tout cas de notre côté, on a réussi à tenir. On est très content quand on voit les fruits maintenant qui arrivent, comme aujourd'hui notre participation au Festival du Voyage Engagé. On en est super content de s'être accroché et d'avoir continué ça. Et on se rend compte que c'est aussi une partie du voyage. Et c'était aussi des objectifs pour nous du voyage, d'expérimenter, de tester, de faire de l'audio, de faire de la vidéo, de sortir un petit peu des choses qu'on connaissait et qu'on savait faire, de tester des nouvelles choses. Et ça en fait partie même après le voyage, de continuer à tester ces choses-là. Et c'est la première fois que vous faites un podcast, donc on est totalement là-dedans. Ouais, non, carrément, c'est vrai que je pense que c'est vraiment important ce que tu as dit, c'est-à-dire que le voyage, il s'arrête pas au moment où tu rentres chez toi, dans le sens où ça a eu un effet sur toi qui se prolonge bien après ton retour. Et souvent, il y a souvent un peu de frustration quand on rentre d'un voyage souvent très dépaysant, très enrichissant, et où en fait souvent on nous pose des questions et on est obligé de résumer en 2 minutes chrono 6 mois de voyage, ou en tout cas enfin voilà, souvent de chocs culturels, enfin tellement de choses qui se sont passées en nous, c'est souvent difficile de les résumer en 2 minutes. Donc là, nous, on a un avantage, et c'est ce qui nous motive au quotidien, c'est la possibilité et la volonté de transmettre et de mettre tout ça à plat et d'avoir une vraie rétrospective sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est souvent un travail qui est difficile à faire quand il n'est pas quand il est pas encadré, en fait. Quand on est seul face à ce voyage, bah finalement, souvent on laisse le temps passer, on a un peu tiré les conclusions sur ce qu'on a pu découvrir, etc. Mais là, on a un vrai avantage, c'est de se dire, bah on n'a pas le choix, il faut le rendre sous ce format du documentaire. Et vous, c'était pareil avec les podcasts et tout, ça oblige à créer du contenu, à rendre un peu et à transmettre ce qu'on a pu découvrir et apprendre. Et ça, c'est à titre personnel hyper enrichissant, parce que ça permet vraiment de tirer 100% de ce qu'on a pu vivre. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. L'après est très important dans un voyage, et je pense que c'est malheureusement, et c'est normal, la majorité du temps, on a tendance à se dire que voilà, une fois que le voyage est terminé, c'est terminé. Mais en fait, il y a encore plein de choses à apprendre, et justement, le fait d'avoir un regard un peu plus extérieur sur ce qu'on a vécu, bah voilà, c'est là où tous les apprentissages, je pense, s'inscrivent à long terme, en fait, en soi. Ça, je pense que là, quand tu dis ça, ça me fait penser au fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on résume vraiment le voyage au moment où on part, en fait. Enfin, limite, il commence au moment où on arrive à la destination. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le trajet. Donc, le trajet, il n'est pas dans cette conception-là du voyage. Il commence quand on arrive à la destination et il s'arrête au moment où on quitte la destination. Et en fait, ça empêche le voyage de commencer déjà au moment où on met un pas en dehors de chez soi. Donc, ça restreint vachement la définition du voyage, je trouve. Et en plus, ça l'empêche de se diffuser a posteriori dans nos vies, comme Tristan le dit, le fait d'écrire, le fait pour nous ou pour vous d'essayer de transmettre ce qu'on a vécu et de le rendre intelligible. Et tous ces petits trucs-là, ça fait que ça reste en nous, ça reste gravé, on le digère et on prend le temps nécessaire à le faire. Alors que normalement, encore une fois, quand tu limites ton voyage à tes vacances, par exemple, tu rentres le dimanche soir et le lundi, tu reprends le boulot. Donc, ouais, tu vas en parler 2-3 fois à ta famille, tu vas le résumer en 2-3 mots qui résumeront pas tout ce que tu as ressenti. Et du coup, ça se diffuse, je trouve, beaucoup moins dans ta vie après-voyage, post-voyage. C'est ça, c'est une façon de se replonger dans le voyage et de continuer à le vivre après être rentré. Et pour résumer un petit peu ce voyage, pour résumer tout ce qu'on s'est dit, Maxime s'est posé une question un petit peu sur notre consommation au niveau global. On va l'écouter de suite. Est-ce qu'on consomme plus en restant à la maison ou en voyage à vélo? Ah ah. Alors? Est-ce que voyager, c'est consommer plus que rester à la maison?
si on peut résumer un petit peu tout ce qu'on a dit au niveau alimentation, au niveau énergétique, aussi au niveau des déchets dont on a un petit peu parlé. Voilà, est-ce que selon vous, votre ressenti, c'est quoi pour, sur votre impact écologique lorsque vous étiez en voyage et lorsque maintenant vous êtes revenu? Comment vous vous sentez maintenant par rapport à quand vous étiez en voyage? Bah alors déjà, je pense que ça dépend de chacun parce que ça dépend de la façon dont on consomme quand on est chez soi et du coup forcément aussi quand on voyage, ça sera différent. Nous, pour un peu élargir la question, nous en fait, il y a deux questions qu'on s'était posées comme ça. C'est est-ce qu'on va consommer plus? Et par rapport au Covid, est-ce que potentiellement, c'est un peu deux questions proches, c'était de se dire est-ce que quand on va voyager, est-ce que potentiellement on met un peu plus de gens en danger ou pas quand on voyage en temps de Covid? Bah, j'aurais tendance à dire que sur les deux questions, la réponse est non. En fait, il y a plein de choses qui font que, bah, en voyage, quand on consomme, on est obligé de consommer l'essentiel, ce qu'on fait pas forcément quand on est chez soi. On cède beaucoup plus, voilà, à la facilité. Quand on est chez soi, on a le magasin quand même qui est pas loin, on a tout ce qu'il faut à la maison. Euh, Franchement, je vois mal, surtout quand on est sur des moyens de transport alternatifs, qu'on fait un peu attention à son alimentation, pareil pour l'hébergement, etc. Globalement, ça existe, la surconsommation en voyage, et ça, c'est quelque chose auquel vraiment on s'attelle pour nous, en tout cas, le combattre. Et on l'a vu, on a même expérimenté, on est allé dans un hôtel all inclusive pendant 2-3 jours aux Canaries. On voulait en fait aller au cœur du tourisme de masse. Et là, on s'est rendu compte que oui, effectivement, si on voulait, on pouvait surconsommer et sans difficulté lorsqu'on voyageait. Mais je crois que quand on s'inscrit dans une démarche un peu plus responsable, mais surtout un peu plus proche du voyage tel qu'il est à l'origine, pas du tout. C'est quand finalement on essaye de reproduire ce qu'on vit à la maison, à l'étranger, que là, oui, effectivement, on consomme beaucoup et plus que quand on est simplement à la maison. Et avant peut-être que tu rebondis sur ce que tu disais, la deuxième question sur est-ce qu'en temps de Covid, on se met plus en danger ou on met plus les autres en danger quand on voyage. Je rebondis directement sur ce que tu viens de dire sur l'impact environnemental du voyage par rapport à l'impact environnemental d'un quotidien chez soi. C'est ce que tu dis, je pense que ça dépend vraiment en fait de la façon de vivre et de consommer son quotidien. En fin de compte, on nous a beaucoup dit au début, ah bah très bien, vous faites un voyage engagé pour dire comment on minimise son impact carbone en voyage, mais en fait, restez chez vous, vous aurez moins d'impact. Et même moi au début, je me suis dit, attends, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que je fais bien de dire je vais voyager pour avoir moins d'impact? Alors peut-être que si je reste chez moi et que je le fais pas, j'aurai moins d'impact. Déjà, il y a une question de sens. Voyager, ça fait du sens, donc faut pas se restreindre non plus de le faire. Mais ensuite, c'est vraiment, si je reste sur mon canapé toute la journée, devant la télé, que j'ai mon iPhone qui est branché à côté, que je me commande un McDo sur Uber Eats, enfin, je fais un ramassis de clichés peut-être, mais ça dépend vraiment de comment on consomme en fait son quotidien. Et si à côté de ça, je franchis le seuil de ma porte, que je prends mon vélo ou que j'y vais à pied, que je pars à pied sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que je dors en tente, que je consomme local, que je consomme bio, on voit bien que c'est pas forcément parce qu'on voyage, qu'on est en mouvement, qu'on est en déplacement, qu'on consomme beaucoup plus ou qu'on consomme tout simplement plus que quand on reste sur son canapé à avoir un quotidien assez consumériste. Et on se concentre vraiment sur l'essentiel. Donc à partir de ce moment-là, je pense que forcément c'est toujours mieux que quand on est à la maison. Après, c'est sûr que ça dépendra de plein de facteurs et de la façon dont on pense son voyage. C'est sûr que si on prend 10 fois l'avion en 6 mois, bah là oui, oui, c'est. Donc c'est sûr qu'on peut consommer beaucoup plus, on peut consommer beaucoup moins. De toute façon, ça s'inscrit toujours dans cette démarche de réflexion, de se dire, voilà, est-ce que j'y fais attention ou pas, tout simplement. Mais ouais, c'est sûr que c'est un petit peu, encore une fois, ce côté se replonger dans le voyage, même quand on est dans le quotidien. Quand on part en voyage, on emmène avec nous des petites habitudes du quotidien. Bah, c'est aussi intéressant quand on revient dans notre quotidien de ramener avec nous des petites habitudes du voyage, notamment des questionnements au niveau de la consommation. Du coup, pour finir, Maxime va nous poser une dernière petite question rapidement. Mais quand on voyage à trois, il n'y a pas une personne qui se sent un peu comme la troisième roue du carrosse? Voilà, sur la question du voyage à trois.
Est-ce qu'il y a une personne qui est la troisième roue du vélo au final? Est-ce que de toute façon, quand on part sur le collectif, c'est toujours une question du collectif, c'est arriver à vivre ensemble. Vous, comment ça s'est passé un petit peu au niveau du voyage? Avant de parler des côtés difficiles de partir à plusieurs, je commençais à parler de la force de partir à plusieurs. Parce qu'à l'arrivée, moi, j'étais une grande fan du voyage en solitaire. Je l'avais fait quand j'étais en Asie. J'étais partie en Birmanie toute seule. Et je me suis dit, ça, c'est la meilleure manière, en fait, de digérer assez rapidement tous les apprentissages d'un voyage. Parce que tu te concentres beaucoup plus sur ce que tu vis. Parce que t'as personne, entre guillemets, qui te dérange, on va dire. Donc, tu peux profiter pleinement des paysages qui t'entourent, des rencontres que tu vas faire, sans être un peu perturbé ou distrait par quelqu'un qui partage le voyage avec toi. Donc, je me suis dit, je pense que c'est la meilleure manière de profiter pleinement d'un voyage et de l'environnement qui t'entoure en voyage. Au final, là, après 6 mois de voyage avec les gars, je dirais complètement autre chose, parce que comme on le disait tout à l'heure, le fait de prendre son temps, de le prendre seul, mais aussi de le prendre à toi, son temps, de couper, d'avoir une vraie rupture avec son quotidien et de l'avoir ensemble, ça crée forcément une force qui est incroyable et ça démultiplie les apprentissages du voyage, je trouve, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de se confronter à des avis et des ressentis qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, que ce soit des ressentis culturels ou des ressentis physiques. Donc pour moi, il y a une vraie force à partager le voyage, pas seulement avec les gens qu'on croise sur le chemin, mais avec des gens qui nous sont chers. Donc voilà, et qui nous sont encore plus chers au moment où on rentre en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui marque à vie, surtout quand on prend le temps de voyager. Si je me trompe pas. Ça se trouve, je peux plus me Non, voir ouais, carrément, je crois que le fait d'avoir une diversité fait que forcément ça crée une émulation, ça crée une force vraiment incroyable, ne serait-ce que dans les réflexions en fait. C'est voir qu'on n'a pas la même conception des choses, de la vie de façon générale et donc forcément du voyage. Forcément pour notre sujet c'était hyper pertinent donc là-dessus non, c'était une vraie force. Après, c'est sûr que le chiffre 3, il est compliqué. Moi, c'est vrai qu'on me l'avait dit, on me l'a dit depuis que je suis tout petit. 3, c'est souvent 2 et 1. Après, je crois que ça a beau être un chiffre compliqué, c'est toujours pareil. En communiquant, en parlant ensemble, on finit toujours par y arriver. Et l'idée, c'est que même si ce chiffre est compliqué, on peut quand même faire avec. Et créer des moments vraiment de partage intense à 3 et quand c'est 2 et 1 ça tourne et puis l'idée c'est de faire au contraire d'une force ce chiffre 3 plus qu'une faiblesse et c'est vraiment tous ces enseignements là qui font qu'après on passe au-dessus aussi des moments où c'est un peu plus délicat, un peu plus compliqué et voilà. Oui, je pense que sur ce côté 2 et 1, en fait, quand on est sur du voyage sur du long terme, c'est aussi la possibilité de se retrouver seul pendant qu'il y en a 2 qui continuent à être dans le collectif, dans la motivation. Donc ça fait du bien aussi parfois de ne pas être tout le temps 3 et de pouvoir être seul et que les autres soient 2 et de ne pas imposer à l'autre d'être seul comme lorsqu'on est 2. Ou s'il y en a un qui a envie un peu d'être de son côté, ça impose à l'autre de se retrouver de son côté aussi. Et je pense que de toute façon, dans le collectif, comme pour tout, c'est l'important, c'est de trouver l'équilibre aussi selon les personnalités. Et encore une fois, comme pour tout ce qu'on disait, faut expérimenter, faut tester, faut voir l'équilibre qui nous convient, avec les personnes qui nous conviennent aussi. Et c'est comme ça qu'après, on va arriver à se faire un chouette voyage. Ouais, est-ce que j'allais te demander, toi, t'en as pensé quoi du chiffre 2, du coup? Alors nous, on a été en partie à 2, en partie à 3. Selon les moments. Et c'est vrai que en fait à 2, on essayait d'être toujours très ensemble, très motivés. Et la troisième personne, lorsqu'elle venait, ça nous permettait justement d'avoir ce côté de nous laisser un petit peu d'air libre si on voulait être un peu plus seul. Et puis la troisième personne nous permettait aussi de nous ramener un petit peu d'autres choses dans notre petite routine qu'on s'était faite à 2. Donc ça faisait aussi un côté rencontre, c'est ça qui fait plaisir aussi lors du voyage. Mais voilà, là on va terminer là-dessus pour ce live. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce petit podcast. Merci à toi, surtout c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger sous ce nouveau format. Voilà, pour notre premier podcast, c'était trop chouette de pouvoir échanger avec toi. Mais avec plaisir, nous aussi on
On avait très envie de tester ce format podcast en live. On est très contents. Merci beaucoup à The Green Road de nous avoir permis de faire ça. Merci au Festival du Voyage Engagé. Il y a encore d'autres choses qui vont se passer peut-être ensuite. Merci aussi aux personnes qui nous écoutent. Merci à tous nos partenaires, en tout cas de votre côté comme d'où le nôtre, qui nous ont permis de faire ces voyages aussi. Et puis donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas l'un projet ou l'autre, si vous voulez être au courant de nos prochaines sorties, de nos prochains voyages, allez suivre Way le voyage de demain et Shape the Way sur les réseaux Facebook, Instagram de notre côté. Ouais, carrément. Et puis nous, on partagera le lien pour retrouver ce podcast, puisqu'on pourra le retrouver sur... Et puis un documentaire à venir bientôt, donc à suivre. Carrément. Ouais. Et puis on va pouvoir se lancer le générique de fin. On vous souhaite une bonne session et on se retrouve un peu plus loin sur la route. Merci. Merci beaucoup.